Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Un beau moteur, mais ça je t'en parle dans quelques instants. Avant ça, 2 formulaires en description de toutes les vidéos YouTube. Le premier pour t'inscrire toi, le deuxième pour inscrire un de tes proches, qui aura la surprise en fin de vidéo avec la facture, la fameuse facture à 0 €. Si tu veux te faire plaisir, lesdingueriesdunord.com. J'ai rajouté des petits t-shirts sympas, des vestes aux effigies de l'émission ou des dingueries du Nord, et puis aussi des stickers, les beaux stickers dingueries du cœur. Ça fait plusieurs semaines que le jeu concours est terminé. Le gagnant est enfin venu chercher son bien au garage directement. Je suis allé directement chez lui pour lui faire la surprise. Malheureusement, il n'était pas là. Il est parti en vacances à ce moment-là. J'ai dû inventer un stratagème pour qu'il puisse venir au garage sans se douter qu'il avait gagné la servante. Je suis venu parce que c'est toi qui as gagné. Sans blague. Ouais. C'est pour ça, en fait, le petit Big Mac, je l'ai appelé en lui faisant croire que toutes les personnes qui avaient acheté 2 t-shirts, c'était le cas en plus, c'est la chance. Je leur offrais un petit truc pour dire, bah voilà, les remercier. C'était la fin pour te faire venir ici. D'accord, ok. Et en final, non, c'était juste pour que tu récupères ça. D'accord. Oh, trop bien. Merci beaucoup. Oh, génial. Donc là, bah, elle est la même que la mienne. Donc tu vois, ça a bougé un peu parce qu'elle a pris la dépanneuse l'autre jour pour venir chez toi. Ok. Oh, mais c'est trop génial. Ah bah là, tu vas pouvoir bosser. Hein. J'ai été tiré au sort. Waouh. Ouais. Et je me suis dit, il y a des personnes en Belgique, il y a des personnes en Suisse qui ont joué. Je me suis dit, quelle est la probabilité pour que ça soit une personne qui habite dans le coin? 30 km. C'est clair. Oh, génial. Oh, la vache, le tiroir. Le tiroir à bonbons. Le fameux tiroir à bonbons avec les petits harlequins. T'as vu, il y en a encore. Hein. Parce que pour le coup, j'en ai mangé quelques-uns. T'as pas tout mangé, ouais. Oh bah merci beaucoup. Oh, je reviens pas que je suis au tiré au sort. Bon, moi j'ai une question quand même. En achetant les t-shirts, ouais. Tu t'es dit, ouais, j'aimerais trop l'avoir, ou tu te dis, bon, on tente et puis. Bon, non, je me suis dit, on tente. À la base, le fait, c'est je voulais acheter les t-shirts, bah déjà pour en offrir un à mon fils. Tant qu'à faire, Ouais, autant parce en prendre. Il y avait 2 tailles. Il y avait 2 tailles, ouais. Donc autant en prendre un pour moi aussi. Et bah voilà. Ah non, je pensais pas du tout. Bah, c'est une chance sur 3000, comme une quoi chance ça sur peut arriver 3000. à tout le monde, hein. Ça arrive à tout le monde, tout à fait. C'est ça. Bon bah, y a plus quoi. Il y a plus qu'à. Y a plus quoi. Donc vous savez maintenant qui a gagné. Et puis nous, on va continuer la mécanique, hein, parce qu'il y a un peu de boulot là sur cette petite, sur ce petit évasion. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, on se tutoie. Hein. Ah bah si tu veux du coup. Bah, oui, je préfère. D'accord. Du coup la route a été bonne? Un peu long? Oui, un peu long, oui. Tu viens d'où? Bah, je viens du Loiret. Ah oui. Entre Pithiviers et Montargis. D'accord, oui, donc ça fait à peu près 300-400 km. Ah non, on a 230 km à peu près. Ah oui, je voyais ça encore plus loin. C'est plus long en temps que Oui, long en route. Voilà, je m'appelle Ghislain, j'ai 73 ans, retraité, marié et père de 5 enfants. J'étais un ancien fraiseur. Et après, j'ai évolué, j'ai fait de la rectif cylindrique. Et après, j'ai fait du montage. Du petit montage motorisé pour les centres de recherche, les CEA, tout ça. D'accord. Et puis, on a travaillé aussi pour la NASA d'ailleurs, Oh. cette entreprise-là. Et c'était racheté par les Américains. C'est qualitatif quand même de travailler pour une grosse société comme ça, Oui. comme la NASA. Oui, et disons qu'on avait des appareils. Moi, j'ai fait des appareils qui partaient dans l'espace. Des petits appareils motorisés et tout ça. Ah ouais? Ouais. Rien que ça. Oui, puis Rien que ça. pour la médecine. Là, ça met la barre déjà super haut. là. Ouais, enfin bon. C'est un truc de fou. Il a travaillé pour la NASA. La NASA qui envoie des trucs dans l'espace, des fusées, etc. Là, il a créé des pièces qui sont parties là-haut. Et donc, une passion dans la vie? Les postes de TSF à lampe. Moi, je suis collectionneur depuis que j'avais 14 ans à peu près. Les postes de radio, les anciens postes de radio qui datent des années 30 jusqu'aux années 65. Donc, du coup, t'as un garage, pas de voiture, mais de poste. C'est ça? Non. Ah, c'est dans la maison, dans le salon, direct. Oui, c'est dans le sous-sol. J'ai un sous-sol, donc j'ai pas mal de postes. Puis comme les enfants, à fur et à mesure, ils s'en vont. Donc ça me fait des pièces, des chambres. Bon, j'ai peut-être 200. Ah oui! Oh la vache! 200! Ghislain a plus de 200 radios chez lui. C'est un vrai collectionneur pour le coup. T'imagines, moi chez moi, j'aurais des étagères avec plein de PureTech. Des PureTech en 130 chevaux, en 110 chevaux, un PureTech cassé, un PureTech à 200 000 km. Oh là là!
je crois que je vais me faire des étagères chez moi. 200, bah faut pas déménager tous les jours, hein. Non, non, on avait pensé déménager une fois, mais bon, ça nous a calmé. J'aime bien. Oh, si on déménageait. Regarde, chérie, tous les postes qu'il y a. Oh non, bah on déménage plus. C'est ça? C'est un plaisir, c'est comme la mécanique, c'est un plaisir. Bon, bah, moi, les postes, c'est mon plaisir. Puis on aime bien refaire chanter un poste qui a 70 ou 80 ans. Quand il commence à rechanter, bon, bah, ça nous fait hérisser les poils. D'accord. Donc le garage où il y avait la voiture, eh ben, c'est toutes ces affaires qui sont dedans actuellement. D'accord, oh là là. On les a mis dedans. Bon, la voiture, j'ai un carpo, donc elle est toujours à l'abri. Mais... Donc là, on va parler de la voiture. Justement, tu nous rapportes un magnifique. Quand je dis magnifique, c'est aussi bien esthétique parce qu'il n'y a pas un seul manque de vernis, il n'y a pas de décoloration. Le bleu, il est intact comme à l'origine. Un magnifique Citroën Évasion. De quelle année? 2002. 2002. Avec un beau moteur. Normalement, si c'est un diesel. Oui. Donc c'est un 2 litres HDI. Ah, 2 litres HDI. Là, ça me pose un problème. 2 litres HDI, la voiture en carrosserie, elle est intacte. Je vois que les pneus, ils sont nickel. Bah, pourquoi t'es là alors? Parce que les 2 litres, c'est increvable. Oui, normalement, oui, mais pas celui-là. Non. Donc j'ai fait une grosse réparation en 2021 et je pensais être tranquille et apparemment au bout de 2 ans ça a recommencé le problème et puis on s'en sort pas. Donc je l'ai acheté en 2017 ce véhicule, il avait 145 000 km et puis en 2021 ça a commencé à avoir de la pression dans le moteur, pas mal. Pression de quoi? Le liquide de refroidissement, il y avait de la pression dedans et puis bon ça sortait tout le dessus du moteur, il était inondé. Hein. Donc ça sortait par le vase d'expansion? Par le vase d'expansion, par le bouchon. Là-dessus, qui est au-dessus. Voilà. D'accord. Partout, donc j'ai été voir mon garagiste et puis bon, ils l'ont mis sous pression et tout, et puis il m'a dit bon, c'est le joint de culasse à refaire. Donc il m'a refait le joint de culasse. Oui. Donc je pensais être tranquille. D'accord. Donc ça en 2021. En 2021. D'accord. À combien de kilomètres? 140 Oh, il avait 179 000 à peu près. D'accord, 180 000 on va dire. Oui, okay. qu'il avait à cette époque-là. Bon, il m'a refait le joint de culasse. Ouais. Le lendemain, je redescendais à Tours avec le véhicule sur l'autoroute, manque de puissance. C'était la durite du turbo qui s'était arrachée. Arrachée ou mal serrée? Elle était arrachée. Je suis descendu quand même comme ça. À Tours, j'étais voir plusieurs garagistes, parce qu'il y en a que ces voitures-là, ça les intéresse pas. Hein. Il m'a remis ma durite et tout. Puis en serrant, il m'a dit le collier, il est foiré. Ah, voilà. Ok, donc, j'ai eu la raison. Donc lui, il n'avait pas de collier, parce que ça fait un gros collier quand même. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Donc il m'a mis 2 colliers, bout à bout, et puis il me l'a resserré et tout. Donc je suis rentré, j'étais voir mon garagiste, tout, puis je lui ai dit qu'il m'est arrivé et tout, il m'a dit « je vais pas toucher la durite ». Je lui ai dit « comment vous n'avez pas touché la durite ?» Je lui ai dit « c'est pas possible, puisque il a déculassé, il a tout démonté. Hein. » Ah non, c'est pas lui qui l'a touché, c'est le voisin. Ouais. C'est pas moi. Il m'a dit « j'ai pas touché la durite ». Donc déjà, j'ai dit ça commence bien. En général, pour faire un joint de culasse, on est obligé de toucher plein de périphéries autour de la culasse. Donc l'histoire de la durite de turbo, je pense que le garagiste l'a touché. C'est des choses qui arrivent, l'erreur est humaine, mais il faut juste accepter. Oui, il faut le dire, j'ai oublié de resserrer, excusez-moi, je la resserre. Moi, je préfère quelqu'un qui est honnête avec moi, plutôt qu'une personne qui va dire « ah non, non, c'est pas moi, c'est vous, c'est pas moi, c'est un tel ». Non, à un moment donné, il faut assumer les choses. Et en descendant sur l'autoroute, en 2023, d'un seul coup, le voyant mini du liquide de refroidissement, il s'allume au tableau de bord. Ok, donc 2023, 2 ans après. Oui, 2 ans et demi après à peu près. Donc je m'arrête, tout, je regarde, j'ouvre le capot. Alors il y en avait encore plein partout sur le moteur, je dis c'est pas possible. Donc j'étais voir un garage où ma fille elle habitait. Il a détecté que c'était le ventilateur qui se déclenchait pas. Donc il a commandé un ventilo. Donc là, remplacement du ventilateur moteur. Voilà. D'accord. Donc moi je récupère mon ventilateur d'origine. Ouais. Je vais voir s'il fonctionne ou pas. Bien. Le thermomètre il commence à monter. Il m'a dit, si ça se trouve, c'est la sonde qui est sur la culasse qui est morte. Il m'a dit. Donc il a changé la sonde, tout, et puis il l'a essayé, tout ça. Il a dit, il y a un problème. Il dit, le ventilateur, il marche pas. Ah bon? Bah, je vais le changer. Alors j'y explique, je dis dans le coffre, j'avais laissé celui-là d'origine. Donc je dis, bah testez celui d'origine, on sait pas. Et celui-là d'origine, il fonctionnait. Il avait rien. Donc en fin de compte, le garage dans le sud, il m'a créé une panne. Ouais. Supplémentaire. Je remonte, arrivé à Limoges, rebelote, voyant encore qu'il s'allume, tout. Alors il m'a dit, bah, vous avez quand même roulé 2 ans et demi avec sans problème. J'ai dit, ouais, mais quand on fait un joint de culasse, moi, je pensais l'emmener à 400 000, hein, sans rien toucher. Hein. Surtout un 2 litres HDI, quoi. Ouais. Donc j'ai été voir un autre mécano, et puis bon, j'ai expliqué. Il me dit, moi, j'ai eu le problème avec une pompe à eau. Donc il me change la pompe à eau. Donc la distribution avec. La distrib avec. Puis j'arrive à la maison, rebelote. Le problème, d'après ce que j'ai compris, il arrive vraiment quand on dépasse les 80-90 km/h. Voilà.
Oui. Donc c'est vraiment quand on lui demande de la pression Voilà. turbo et que dans le moteur, on a de la pression. Oui, il y a toujours, donc forcément, ça doit souffler à ce moment-là. ouais, il y a toujours un peu de pression dans le moteur. D'accord. Ce qui est important de dire, c'est que après cette intervention, la panne est partie. Oui, j'étais 2 ans et demi tranquille. Donc on récapitule parce qu'il faut que ce soit clair dans ma tête. Ventilo, contrôlé, Oui, là c'est le ventilo d'origine qui est remonté dessus. contrôlé et il fonctionne. Il fonctionne. Calorsta, Il était changé. remplacé. Sonde de La température, sonde, remplacé. Joint de culasse, remplacé. Ah ben oui, il a été remplacé. l'époque. Oui, à l'époque il Pompe était à eau, remplacé. remplacé. Voilà. Donc. Là, on est sur un problème quand même. Ouais, il y a un problème, oui. J'ai l'impression que je vis dans une bulle où tout est beau, tout est joli et il y a des garages frauduleux bien sûr, mais je pars du principe où on n'est pas tous comme ça. Mais je suis en train de me rendre compte avec tous ces épisodes que il y a beaucoup plus de frauduleux que de bons garages. Ou alors peut-être parce que les bons garages, forcément les voitures ne reviennent pas, vu que c'est des bons garages. Là, a priori, ça serait vraiment un problème interne moteur, donc culasse à démonter, joint de culasse à inspecter. Oui, voir si. Vraiment, si on a vraiment le moindre petit passage, et ça c'est très important de voir ça. Et puis contrôle également de la culasse, si elle n'est pas fêlée, etc. Et puis le bloc à voir après, parce que là c'est beaucoup plus de main d'œuvre, faut retirer le moteur si on veut le faire vérifier. Mais déjà on peut regarder la planité, du plan de joint, c'est ça, du bloc. Donc ce qui pourrait déjà nous amener vers un potentiel diagnostic. Je vais juste ouvrir le capot parce que ça m'intrigue. Si ça se trouve, il y a du refroidissement partout là-dedans. Hop. Alors effectivement, sur le filtre à gasoil, je vois un peu de refroidissement là. Oui. Bon, le niveau, il est quasiment maxi, Ouais, il a remonté. mais c'est surtout les taches. En fait, on voit là-bas, ça fait du Ouais. blanc. Ah bah, Ici, là, ça fait du blanc aussi. Il y en avait plein parce que j'ai passé l'aspirateur voilà, au niveau de la culasse. Quoi? T'as passé l'aspirateur dans le moteur? Mais non, mais oui, mais avec un bidon, il y avait plein de liquide de refroidissement quand j'étais dans le sud. Donc j'avais aspiré pour nettoyer. D'accord, j'ai cru l'aspirateur. Ouais, d'accord. Non, mais Et là, je vois le. ouais, mais ça, c'est parce que. Sympathique. Non, mais ce qui se passe, c'est que quand je contrôle technique, c'est eux qui m'ont cassé l'anneau, là. Ah oui? Tac. Et puis bon, je l'ai pas remplacé, ça c'est une vis. Puis ça, c'est des moteurs, j'adore travailler sur ce genre de moteur. Donc, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le véhicule et puis faire mes petits contrôles et puis regarder un petit peu ce qu'il faut y faire pour voir un peu. Cette panne. Bah oui. Parce que c'est quand même le but de la visite aujourd'hui. Oui. Et donc du coup, juste pour information, pourquoi depuis toutes ces années ne pas avoir refait la réparation? C'est pour les moyens, hein, surtout. Ah ouais? Bah oui, on est retraité, donc c'est vrai qu'on roule pas sur l'or. Et puis j'en ai profité pour m'inscrire, et puis ça a marché. Donc je suis satisfait, je suis très content d'avoir rencontré Sébastien. Déjà faire une réparation qui tient 2 ans, ça fait déjà, ça embête un peu. Oui, déjà ça nous a coûté un bras. Et puis bon, il y en avait eu pour 2000 € de réparation. Ah oui, forcément, un joint de culasse, donc c'est pas là, une opération à de faire. Et puis bon, il y a des priorités. Donc, et puis la priorité, c'est pour la voiture. On est dans une ère où l'argent, il en manque. Il en manque pour tous les salariés, mais il en manque aussi pour les retraités. Les retraités qui ont travaillé toute leur vie pour avoir un minimum à la fin chaque mois. Et on se rend compte que plus on avance dans le temps, plus le minimum diminue. Donc je comprends tout à fait Ghislain qui n'a pas forcément les moyens de remettre cet argent dans une prestation et d'autant plus remettre de l'argent dans une prestation qu'il a déjà faite. Moi, ça me foutrait les boules. Eh ben, je prends le véhicule, je t'appelle et puis je te tiens au courant quand est-ce que tu peux revenir chercher ton véhicule. Ok? À bientôt. À bientôt. Bon courage. Sébastien, à toi aussi. Hein. Mes espérances, c'est que je reprenne la voiture et puis que ça soit derrière moi, ce problème de pression soit derrière moi. Je fais entièrement confiance à Sébastien. Je l'ai vu travailler, bon, j'ai vu à la télé, sur YouTube, tout. Je suis vraiment... J'ai une entière confiance en lui. Bon, c'est pas le tout, mais il est temps de mettre ce petit 2 litres HDI sur le pont et de diagnostiquer un peu si on a réellement un joint de culasse ou s'il y a un élément annexe qui est défaillant. Allez, c'est parti. Alors, un beau petit Citroën Évasion avec un beau 2 litres HDI. Comment te dire que là, je vais kiffer réparer ce véhicule. On a dessus une suspicion de joint de culasse. En gros, quand le véhicule tourne longtemps dans les bouchons ou à grande vitesse, c'est-à-dire au-dessus de 90-100, on a de la pression qui se retrouve dans le circuit de refroidissement, ce qui fait que notre
vase d'expansion a trop de pression et donc refoule le refroidissement. En gros, le refroidissement sort du bouchon. Donc là, j'ai plusieurs tests à faire avant de démonter la culasse. Je veux quand même certifier que ce soit bien un joint de culasse ou une culasse qui soit défectueuse. Première chose à faire, je vais contrôler les purges, voir s'il n'y a pas d'air dans le circuit. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que de l'air dans le circuit de refroidissement, c'est jamais bon. Je t'explique pourquoi. Le liquide de refroidissement fonctionne en circuit fermé, sous pression, à peu près 1 bar 5. Et bien sûr avec du liquide incompressible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se compresser ou se décompresser. L'air, lui, est compressible et se dilate énormément avec la chaleur. Sur le vase d'expansion, on a un bouchon avec un clapet, une soupape de décharge. Si tu as trop de pression, elle va s'ouvrir et va faire dégueuler le liquide de refroidissement pour éviter que le circuit il augmente en pression et qu'il explose. Donc tu l'as compris, trop de pression dans le circuit, ça peut être aussi bien de l'air qui est stagne à droite à gauche, ou alors le joint de culasse qui est poreux, qui a un manque d'étanchéité et qui laisse passer les compressions dans le système de refroidissement. Je vais commencer par contrôler deux choses en même temps. La première, bien purger tout le circuit de refroidissement pour être sûr qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit. Je vais faire chauffer le véhicule et voir si les bulles d'air reviennent. Donc ça voudrait dire potentiellement on a un joint de culasse. Deuxième contrôle que je vais faire en même temps, je vais contrôler le CO2 dans le liquide de refroidissement. Concrètement, je vais mettre cet outil à la place du bouchon de refroidissement. Je vais mettre du liquide là. C'est du liquide qui réagit au CO2. Les vapeurs qui vont ressortir du vase d'expansion grâce à la pression du circuit, en passant ici, vont passer dans le liquide. Et là, ça va buller et ça va remonter. Si le liquide change de couleur, c'est qu'on a du CO2 dans le circuit de refroidissement, ce qui veut dire qu'on a soit un joint de culasse défaillant, soit une culasse qui est fissurée, ou alors ça peut être aussi le bloc. Donc tout ça, on va le voir avec ça. Première étape, desserrer la vis de purge du CalorSta. Là, le liquide va couler. Deux possibilités, soit il va couler avec des bulles d'air, soit il va couler sans bulles d'air. Hop. Oula, bon déjà il coule pas. Il coule pas du tout. Le bouchon, on voit des impuretés dessus, comme si le bouchon était à moitié bouché. Donc peut-être que potentiellement le circuit est lui-même bouché. Bon là, je vais essayer une manière très simple. Je vais refermer le bouchon du vase d'expansion et quand je vais appuyer sur la durite juste avant la purge, normalement ça va faire de la pression et ça va pousser un petit peu la merde qu'il y a dedans. Ah là ça coule, nickel. Le CalorSta, à quoi il sert? La pompe à eau fait circuler le refroidissement dans toutes les durites et le radiateur qui refroidit le liquide qu'il y a à l'intérieur grâce à l'air qui pénètre dans celui-ci en avançant. Ce liquide-là se retrouve à un moment donné dans le moteur et refroidit le moteur. Mais quand le moteur est froid, on n'a pas besoin de refroidir le moteur. Du coup, ce CalorSta, c'est un peu une vanne avec un ressort. Et en se dilatant avec la chaleur, le ressort va se dilater et s'ouvrir et laisser passer du coup le liquide de refroidissement qui va pouvoir circuler dans le radiateur qui lui va refroidir le moteur. En gros, c'est la boucle qui est bouclée. Donc, CalorSta purgé. En dessous du CalorSta, on a une durite qui purge automatiquement. On est purgé. On a aussi une durite qui purge de l'autre côté du radiateur. Donc, on est bon. Donc là, je peux dire clairement que le circuit est purgé. Donc là, c'est complexe parce que vu qu'on n'a pas de bulle d'air dans le circuit, mais en même temps, on ne peut pas en avoir parce que ça se purge automatiquement en dessous le CalorSta. Donc, malheureusement, cette technique-là n'est pas valable aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire démarrer le véhicule, faire chauffer et mettre le produit qui réagit au CO2 pour pouvoir voir si on a du CO2 dans l'air qui remonte, qui refoule dans le vase d'expansion, auquel cas on pourra dire si c'est un problème de joint de culasse ou de culasse. Deuxième petite chose, en démarrant la voiture, on va forcément la faire chauffer, donc je vais en même temps vérifier que le ventilateur moteur se déclenche bien à température. Quand on roule sur une route, l'air pénètre dans le radiateur, donc refroidit. Mais quand on est dans les bouchons, on n'a pas d'air qui pénètre dans ce radiateur, donc on a besoin d'un système qui fait en sorte que l'air circule dans ce radiateur pour refroidir. Et c'est là où intervient le ventilateur moteur. Grâce à la sonde de température qu'il y a sur le boîtier d'eau sur le côté du moteur, le calculateur connaît parfaitement la température du refroidissement. Et donc le calculateur peut gérer le ventilateur selon les besoins du moteur. Ce produit, c'est un liquide de réaction au CO2. Il va changer de couleur si on a du CO2. Encore un peu. Voilà. J'en mets un petit peu pour que l'air qui va sortir soit obligé de passer dans ce liquide. Ensuite, je mets le bouchon sur le vase d'expansion à la place du bouchon d'origine et je vais démarrer le véhicule. Là, ce que je peux voir, c'est que les bulles d'air sortent bien et passent dans le liquide. Pour l'instant, il est bien bleu. On va le laisser un peu tourner et voir si ça change de couleur. Par contre, ce que j'entends, c'est un truc très bizarre. J'entends un sifflement. Et ça, celui-là, je l'aime pas pour le coup parce que à l'œil, à l'oreille comme ça, il viendrait du centre du moteur et pas des courroies.
comme si la pression du moteur sortait par un trou. Donc soit la culasse et le joint de culasse, soit le bloc qui est fêlé. Jamais vu ça. C'est assez constant. Peut-être l'hélice du turbo à vérifier, mais elle me paraît vraiment devant quoi. Ah, c'est pas la courroie, hein. C'est vraiment très bizarre. Et c'est vraiment au milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner le moteur. Je vais le lever et voir un peu d'en dessous ce qui se passe. On a une boîte de refroidissement qui est bien sèche, bien propre. Un moteur pareil, bien sec, bien rouillé aussi. Mais on voit bien en dessous aussi plein de traces de refroidissement séché. Hein. Sur le berceau notamment, ici là, c'est du liquide de refroidissement qui est sorti par le bouchon du vase d'expansion et qui est tombé sur le moteur. Et après, quand Ghislain avançait, forcément le liquide allait vers l'arrière et a arrosé tout le bas de la caisse. Ah, c'est flagrant. J'ai levé le véhicule, j'entendais quasiment plus le son, le petit sifflement là, et je reviens ici, j'entends que ça. Il y a forcément un truc par là. Hein. Le Color Style n'est pas ouvert. Ah, il commence peut-être à s'ouvrir là. Je sens que la durite elle chauffe tout doucement. Et bonne nouvelle pour l'instant, le liquide n'a pas changé de couleur, ce qui veut dire que dans le circuit de refroidissement pour l'instant, il n'y a pas de CO2. Bon là, pas trop de doute. J'ai laissé franchement une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que le moteur chauffe bien. Le liquide n'a pas changé de couleur, il est toujours bleu. Mais bon, on est dans des phases de ralenti. J'ai accéléré un petit peu, j'ai fait des phases à 1500-2000 tours, mais je pense que ça suffit pas pour réellement avoir la pleine puissance turbo. En fait, quand on a une fissure dans la culasse, dès qu'on démarre, on va avoir de la surpression tout de suite dans le système de refroidissement, chose que là, a priori, on n'a pas. Tout à l'heure, j'ai remis le bouchon pendant un petit quart d'heure au ralenti. Le niveau ne bougeait pas, ça dégueulait pas. J'ai retiré le bouchon, moteur tournant, et on n'avait vraiment pas de surpression. Il n'y avait pas de pshhh ou quoi, c'était vraiment la bonne pression dans le circuit. Donc, pour moi, je pense vraiment qu'on a un petit passage d'air quand il y a vraiment de la pression, d'où le fait que Ghislain nous ait dit que c'était vraiment au-dessus de 100, donc dans des vitesses à 4e, 5e, au-dessus de 2000 tours, là où vraiment on a un peu plus de pression turbo. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire par acquis de conscience un essai routier, vraiment voir si ça dégueule avec la pression turbo. Donc je vais me mettre dans des phases à 2000 jusqu'à accélération en 3000, et normalement on est censé avoir un vase d'expansion qui est trop en pression, et donc le clapet du bouchon s'ouvre et laisse passer le refroidissement pour pas qu'il y ait trop de pression dans le circuit. Mais avant, t'as vu, je vais remettre un peu de liquide parce qu'on a quand même une consommation de refroidissement. Moi, je l'avais mis entre le mini et le maxi. Là, il est ouvert et on voit bien qu'il est en dessous du mini. Donc, il y a quand même une consommation parce que le liquide, il n'a pas disparu. Je remets le niveau entre le mini et le maxi, je ferme le bouchon et je vais faire un essai routier. L'idée, c'est de prendre un peu de, pas de vitesse, mais plutôt de tours minute pour que le turbo se mette en route et qu'on puisse voir si derrière le vase d'expansion dégueule, auquel cas là on aurait une surpression, donc forcément un problème de joint de culasse. Je rappelle que le moteur est chaud. Hein. Ah, ça fait 3 heures qu'il tourne, il est chaud. J'ai mis une caméra sous le capot et là, ce que je peux voir, c'est que ça dégueule. Ça dégueule dans tous les sens. Dès qu'il y a un peu trop de surpression, c'est-à-dire la pression turbo, on a une partie de la pression de la combustion qui va dans le circuit de refroidissement. Donc le clapet du bouchon de vase d'expansion est là pour s'ouvrir et dépressuriser, on va dire. Donc je dirais que c'est le joint de culasse. Oui, il a été fait il y a 2 ans. Faut pas se mentir, la qualité du joint de culasse est primordiale. Si on prend un joint de culasse bas de gamme ou d'une certaine marque, forcément, on peut avoir des problèmes quelques temps après. Maintenant que le diagnostic est bien fini, parce que là on n'a plus trop de doutes, je retourne à l'atelier et je démonte le joint de culasse. Bon, alors là ce que je peux voir déjà c'est que le moteur est rempli de refroidissement. Maintenant je suis curieux, je vais ouvrir, soit on a de la pression encore dedans et ça va faire pshhh, soit je vais ouvrir, plus de pression parce que forcément le clapet s'est ouvert, vu qu'il y en a partout. Donc au bout d'un moment le clapet s'est refermé et donc là on va avoir une sorte de dépression. Donc ce qui va se passer c'est que on va entendre des bulles d'air qui vont remonter, ce qui voudrait dire qu'on a de l'air dans le circuit de refroidissement et les purges font leur effet. On a les bulles d'air.
Ce qui nous confirme un peu plus qu'on a un joint de culasse. Donc là, plus trop de doute, je vais démonter la culasse, inspecter la planéité du bloc, le joint de culasse pour trouver un défaut qui pourrait me dire, bah voilà, c'est à cet endroit-là que l'air passe dans le circuit de refroidissement. Et puis bien évidemment, on va emmener la culasse en épreuve. C'est chez Compiègne Rectification, ils vont mettre la culasse sous pression pour voir s'il n'y a pas une micro-fissure interne. Et puis si elle est bonne, si tout est nickel, on fera la planéité du joint, c'est-à-dire qu'ils vont rectifier le plan de joint pour qu'on soit vraiment aux petits oignons. Mais avant de l'emmener, il y a énormément de boulot, donc je démonte la culasse. Donc première étape, avant toute intervention, avant toute grosse intervention, on débranche la batterie. En débranchant la batterie, déjà, on se met en sécurité, aussi bien l'intervenant sur le moteur que le véhicule, c'est-à-dire un petit coup d'étincelle, un petit coup d'arc pourrait avoir une répercussion sur le calculateur. Et un calculateur, ça coûte cher. Deuxièmement, il faut procéder par étapes. J'interviens une face par une face. Donc je vais commencer par faire de la place à l'avant du moteur. Une fois que j'aurai accès à la culasse, je procéderai au côté, c'est-à-dire au boîtier d'eau, je le déposerai. Ensuite, derrière, turbo, collecteur, etc. Et puis, calage de la distribution et dépose. Et après, il me restera le cache-cubuteur, les goujons de culasse et j'aurai la culasse. Je vais commencer par enlever le faisceau et le système d'injection. Ce que je peux voir, c'est qu'aux deux extrémités du moteur, donc le cylindre 1 et 4, on a deux injecteurs qui sont vraiment bien noirs, bien calaminés, et ceux du milieu, beaucoup moins, comme si c'était lavé. Lavé peut-être du refroidissement. Je rappelle que au premier essai qu'on a fait, en arrêtant le moteur, le niveau avait baissé, ce qui stipule que le liquide il part quelque part. Et comme il ne partait pas extérieurement au moteur, forcément il est consommé intérieurement. Et je pense que c'est peut-être le cylindre 2 et 3 où potentiellement on a du liquide qui passe dedans. Voilà, beaucoup de nettoyage, mais ceux-là ils sont pas morts, ils sont encore bons, on pourra les reposer au remontage. Donc là, j'ai le boîtier d'eau qui est bloqué parce que les tiges filetées sont un peu oxydées. Du coup, je vais enlever les tiges filetées. Et comme en bout, là, j'ai pas d'empreinte de torx, je vais mettre un écrou, un deuxième dans l'autre sens, bien les serrer entre eux, hop, comme ceci. Et je vais les desserrer en même temps. Comme les deux sont serrés, la pression, quand je vais desserrer les deux, va me desserrer la tige filetée. Hop. Et là, on a bien notre tige filetée avec les deux écrous qui sont l'un contre l'autre sous pression. Maintenant, j'ai plus qu'à les desserrer. Oh. Voilà. Je les enlève et je fais pareil avec la deuxième tige filetée. Hop. Et donc là, hop, c'est décalé. Donc là, j'ai encore des durites de refroidissement derrière. C'est pourquoi je peux pas l'enlever complètement. Donc devant, on est bon. Sur le côté, boîtier d'eau, on est bon. Il me reste la distribution et le turbo à déposer. Bah voilà, la dernière. Donc derrière, on est bon. Turbo, il est encore en place. Le collecteur est au-dessus aussi, mais il est désaccouplé. Donc j'ai enlevé les quatre écrous. J'aurai plus qu'à lever la culasse et je prendrai tout le collecteur et le turbo restera sur place. Donc il me reste plus qu'un côté, la distribution. Donc je vais caler la distrib et la déposer. Et puis après, il restera plus que les goujons de la culasse pour pouvoir enlever cette fameuse culasse qui est tant attendue quand même.
On y voit un peu plus clair déjà. Deux éléments à retirer ici. Deux courroies. La courroie d'accessoires à démonter avec la poulie dumper qui l'entraîne. Et après, je vais déposer les caches qui protègent la courroie de distribution et caler ma courroie de distribution pour pouvoir la déposer. Et voilà, un carter de distribution. Alors, il me reste à caler... Oula. Bon là, je vois des petites choses que j'apprécie pas vraiment. Je comprends les économies de pièces, mais à un moment donné, pour faire ça, ça sert à rien. Et je dis pas forcément que c'est Ghislain qui l'a demandé, mais peut-être le garagiste qui a mis du pas cher pour dire voilà, on fait un peu plus de marge sur la pièce. Le problème, c'est qu'on a une distribution, une courroie de distribution, une pompe à eau et des galets tendeurs et galets enrouleurs qui ont 10 000 km et 1 an, d'accord, 10 000 km. Et quand je vois ça, ça me répugne de voir un galet enrouleur qui a déjà la graisse qui s'en va, donc il est plus étanche. Donc ce qui veut dire que le galet, dans 5-10 000 bornes, il va ronronner et après il est mort. Parce qu'il n'y aura plus de graisse, toute la graisse se sera échappée. Deuxièmement, la pompe à eau, elle fuit. Elle a 10 000 km et elle fuit. Pour rappel, la distribution, on le voit ici, Distrib pompe à eau, PEA, ça a été fait à 213 000 km et surtout le 3 octobre 2024. On est en fin 2025, donc il y a à peine un an. La pompe à eau qui fuit à 10 000 bornes, non. Non. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Une distribution sur ce modèle-là, ça peut faire 120 000 km ou 10 ans. 10 ans, 120 000. Là, on a même pas 10% de la durée de vie de la courroie et de la distribution entière et c'est déjà mort. Hallucinant. Alors, hop, deux beaux carters de distrib qu'on met de côté et là, j'aperçois enfin la courroie. Sur ces moteurs-là, on a deux trous pour piger la distribution. Un dans le volomoteur et un autre au niveau de la poulie d'arbre à cam. Je te montre. Et je vais tourner gentiment mon vilebrequin. Ah, là je suis dedans. Et normalement, là je suis bloqué. Donc, vilebrequin pigé. Maintenant il me reste l'arbre à cam. Et en théorie, si je suis dans le bon trou en bas, je suis censé rentrer la pige sans trop de mal. Et là... Oh. Ah, super, nickel. Je peux maintenant retirer mon galet tendeur et retirer ma courroie en toute sécurité. Et voilà. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de marque, il y a GBC et après il y a China. C'est pas du SKF, SNR, Gates, rien de tout ça. Donc je pars vraiment du principe que c'est du bas de gamme. Distribution on est bon, turbo on est bon, le boîtier d'eau on est bon et devant toute l'injection, le faisceau et tout on est bon. Donc il me reste plus qu'à retirer le cache-culbuteur, mes vis de culasse et on inspecte la culasse. Hop là. Hop. Alors, cette culasse. Là, à partir de ce moment-là, il faut jouer à l'inspecteur. Chaque trace, chaque petit détail est important. J'ai 4 cylindres. Le 1, le 3 et le 4. Je vois les bouts de bougie de préchauffage. Donc la bougie, elle est là et elle rentre dans le cylindre. Et on a le petit bout ici. Ils sont tous calaminés. Ce qui stipule que la combustion se fait bien et on a un encrassement au niveau du cylindre. Ce qui est logique, vu qu'on a une combustion. Sur le cylindre numéro 2, on a une bougie de préchauffage, par contre, qui est vraiment très propre. Elle est nickel, comme si elle était neuve. Ce qui laisse deux hypothèses. Soit on a une mauvaise combustion, donc l'injecteur crache du gasoil, mais le gasoil ne brûle pas. Auquel cas, le cylindre est rincé. Là, pour le coup, le moteur tourne sur ses 4 cylindres convenablement. Donc, c'est pas ça. Deuxième hypothèse, on a un passage d'eau. Un passage d'eau au niveau du joint de culasse ou d'une culasse déformée. Donc, je pense que là, vu les symptômes qu'on a de perte de refroidissement et surtout surpression dans le circuit de refroidissement, je pense plus qu'on est sur cette hypothèse-là d'avoir un petit passage d'eau. Donc, en général, c'est au niveau du joint de culasse. Pour le coup, il faut que je trouve ce passage pour savoir si c'est le joint de culasse, la culasse ou le bloc qui est déformé. Donc, je vais commencer par la culasse. J'ai des traces ici, c'est les traces du joint de culasse. Si le joint de culasse n'appuie pas forcément convenablement sur toute la surface,
on va avoir un endroit où on n'aura pas cette petite trace d'appui. Donc ça voudrait dire qu'on a un passage à cet endroit-là. Là, je regarde bien, mis à part entre les cylindres, mais c'est pas trop méchant, on voit bien que c'est au milieu, il y a une trace qui appuie, donc pour moi c'est pas là. Mais sinon, niveau liquide de refroidissement, ah ici. Oh, c'est joli. Là, ce que je peux voir, c'est qu'on a une belle trace. Ah ouais, elle est belle celle-là. Donc c'est un peu noir et ça vient du cylindre et ça va dans le refroidissement. Donc forcément, notre passage, pour moi, il est là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose en repérant où est le petit passage sur le joint de culasse et sur le bloc. Ici, on a notre joint de culasse. Donc là, sur le plan de joint, côté bloc moteur, ce que je peux voir, c'est que sur le premier cylindre, on a un beau passage. Ici, là, on a un magnifique passage bien noir qui stipule que la combustion va dans le système de refroidissement qui est juste derrière. On voit, il y a un peu de liquide là. Troisième cylindre, on a deux passages qui commençaient à se créer. On voit là, c'est un peu noir. Et quatrième cylindre, bah un petit peu là aussi, mais rien de bien flagrant. Par contre, le premier là, c'est sûr et certain, là, on avait un problème ici. Je vais quand même inspecter le joint de culasse. Donc là, il y a un beau passage, hein. Il n'y a pas de doute. On voit bien que toute la partie noire, elle est partie. Elle n'est pas là-bas. Un petit film de peinture, entre guillemets. Il a été avalé soit par le refroidissement, soit par la combustion. Franchement, le joint, pour un joint en ferraille qui a 3-4 ans, il est vraiment détérioré. Entre les cylindres, on voit bien encore les marques de combustion qui commencent à passer. Là, on voit bien un tout petit passage. Donc ça commençait à se creuser là. À mon avis, dans pas longtemps, il allait tomber en panne. Je pense qu'ici, on a notre défaut de refroidissement le plus prononcé. Et après, le reste, bon, il est un peu crade, mais franchement, il est détérioré. C'est affolant. Là, pour le coup, un joint de culasse sur un 2 litres HDI de cette génération-là, j'ai dû en faire 1 ou 2 dans ma vie. Tellement que ça tombe jamais en panne. Là, de voir un joint de culasse qui a seulement 3-4 ans, aussi détérioré, je suis choqué, hein. Je suis choqué. Bon, dans tous les cas, la panne, elle est trouvée. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter toutes les parties annexes de la culasse, qu'elles soient bien nues pour l'emmener à la rectification et surtout à l'éprouvage. Mais avant ça, je vais contrôler la planéité du bloc, donc le plan de joint, qui soit bien plat, bien nickel, qu'on n'ait pas un autre passage dans quelques temps à cause d'un défaut de bloc. Et pour ça, je vais prendre une règle. Alors, c'est pas une règle d'école, c'est une règle spécifique pour contrôler la planéité de joint. Allez, je te montre. Première étape, avoir un plan de joint irréprochable. Donc, un bon coup de papier à poncer s'impose pour enlever toutes les impuretés. Une fois que tout le plan de joint est bien propre, on a besoin de 2 choses. Une règle de planéité et un jeu de cale. Pourquoi? Je vais poser la règle sur le plan de joint, voir si le jeu de cale passe entre le bloc et ma règle. Ce qui voudrait dire que le plan de joint de mon bloc moteur, il fait un peu des vagues et donc forcément le joint de culasse, il n'est pas forcément en défaut. Déjà d'un aspect visuel, sans le jeu de cale, ce que je peux voir c'est que on est bien plat partout. Le bloc touche bien toute la longueur de la règle. Donc là pour moi c'est vraiment pas le bloc qui est en défaut. Bien évidemment, faut le faire dans tous les sens possibles pour essayer d'avoir le maximum de déformation possible. Voilà, il est irréprochable le bloc. J'ai pas une seule déformation au niveau du plan de joint du bloc en tout cas. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ce qui m'avance toujours dans mon diagnostic de me dire que le joint de culasse était un bas de gamme et donc il s'est endommagé plus vite que prévu. Ce que je peux faire pour aller encore plus loin dans le contrôle de la planéité du joint, du plan de joint, c'est de mettre ma règle, de me mettre dans le noir et de mettre une lumière derrière. Donc là forcément on pourra définir réellement le moindre petit défaut. Alors là je me situe au niveau du passage d'eau sur mon joint de culasse et là je suis vraiment nickel. Pas une seule lumière, pas une seule non plus dans ce sens-là. On est bon. Donc là, je peux dire définitivement que le bloc moteur n'est pas en cause. Il me reste la culasse à déshabiller et après, je vais directement chez André à Compiègne Rectif. Bonjour. Toujours une 2 litres HDI à faire. C'est ça, Alors. avec a priori un passage d'eau D'accord. ici. Ouais. Moi, je pense que Ah ouais, c'est beau, ouais. Il est beau. Ouais. On va peut-être regarder le bloc. le bloc, je l'ai vérifié déjà. Il a rien? Il a rien. Bon. À la règle et tout, nickel. Ça peut, ouais. Un petit coup de nettoyage avant de la passer à l'épreuve. Allez, Allez, hop, c'est parti. tu me montres comment tu fais? On y va. Voilà, la petite machine à laver. Hop. Ah oui, c'est Ah oui, c'est la grosse machine à laver là. Ah oui, c'est fait aussi pour les blocs. Donc là, on a terminé le lavage. Voilà. Oh, elle est propre.
Voilà. Elle est toute belle. Alors, pourquoi laver une culasse? Déjà pour éviter mon bain d'épreuve soit rempli d'huile. Voilà, pour plus de visibilité. Et également pour pas que les copeaux collent sur l'huile. Ah oui, quand on va rectifier. Quand on va surfacer, voilà. Sinon, ça va coller partout, ça va être une catastrophe. Et maintenant, nous allons passer à l'épreuve. Ces culasses-là, c'est facile, il y a juste une plaque à boucher et après, ça sera des tampons pour boucher au-dessus. Circuit fermé. Circuit fermé, de refroidissement. Voilà, uniquement. On envoie 3 barres de pression. 3 barres. 3 barres, beaucoup plus que ce qu'il y a dans un circuit. Et le bain d'épreuve fait à peu près 70-80 degrés. La pression pour gonfler la culasse et l'eau chaude pour dilater. Et là, on voit s'il y a une fissure ou pas. Ok. Donc là, j'ai mes petites plaques, hein, vous voyez, j'ai pour plusieurs moteurs. Donc là, je mets ma petite plaque. Normalement, il y a le boîtier d'eau. Voilà, moi je bouge parce que forcément, toujours circuit fermé. Là où il y a l'eau, normalement, ça sera de l'air. Voilà, exactement. Et extérieureement où c'est de l'air, là, ça sera de l'eau. Ça sera de l'eau, exactement. Ok, donc c'est l'effet inverse. Voilà. Et là, à présent... Les petits bouchons. Les petits bouchons. Ouais, c'est des caoutchoucs, quoi. Ah ouais, c'est juste posé dessus. Ah, ouais, oui, d'accord. Et après, il y a... Ah, d'accord, je comprends mieux la plaque. Ok. Voilà, on va adapter avec la plaque après. Petite plaque de plexi. Petite. Après, des petites barres pour bien plaquer. Bon, je fais un pré-serrage au départ avant de commencer à envoyer l'air, forcément. Il n'y a aucun risque de déformation? Non, pas du tout. Et là, on envoie tout doucement l'air. Voilà. Oh. On n'entend plus. Bah, c'est bon. Alors maintenant, on lève le plateau et là, je vais ouvrir le bain d'épreuve. Ah, d'accord, je comprends mieux. Attention. Là, il y a de l'air, là. Voilà, là, il y a de l'air. Un peu d'air, d'accord. On peut le voir à ce niveau-là, il y a 3 barres de pression. Okay. D'accord. Donc, toujours regarder collecteur ou une pastille de sablage aussi qui peut fuir. Je la tourne, regarde côté ressort s'il n'y a pas de fuite. Ça peut être fissuré aussi au niveau d'une bougie. Et puis après, côté plan de joint, savoir s'il n'y a pas de fissure. Donc, du coup, on va la laisser un petit quart d'heure, hein, la laisser tremper. On revient dans un quart d'heure, on regarde s'il n'y a toujours pas de bulle, c'est qu'elle est bonne. Et puis là, on passe à la suite. Là, on a le gros du dossier qui est bon. Maintenant, dans un quart d'heure, ça sera vraiment... Voilà, exactement. Okay. Bon, bah, dans un quart d'heure alors. Dans un quart d'heure. Donc là, on la sort. Là, je vais refermer le capot. Prendre un petit chiffon, pareil, parce que la culasse est chaude. Hop! Donc perceuse à colonne, c'est beaucoup plus simple pour nous démonter. On s'est fait des petits outils. Ah oui, c'est l'outil perso ça. Ah, des outils perso, j'en ai des petits, j'en ai des grands, voilà. Donc ça c'est des rondelles. Voilà, des rondelles, des tiges filetées. Des tiges filetées, voilà. Des barres et tout pour faire en fait un appareil pour moi démonter mes ressorts. Un dépose-ressort. Voilà, simple et efficace. Donc j'ai enlevé les ressorts pour enlever les soupapes parce que sur ce modèle-là, comme beaucoup de modèles maintenant HDI, TDI, les soupapes sont en dépassement ou juste à fleur. Donc pour surfacer, pour éviter de toucher les soupapes, il faut les enlever. Donc je les enlève, après on va les brosser et contrôler l'étanchéité, tout ça après le surfaçage. Bon, alors fera pas de mal parce que c'est un petit peu calaminé. Légèrement, ouais. Voilà. Donc ça, c'est éprouvage. Éprouvage. Et préparation pour le surfaçage. Tout à fait. Donc maintenant, c'est André qui va prendre le relais. Voilà. Et qui va surfacer et nous rendre une culasse bien plane. Voilà. Donc là, le but maintenant, c'est de nettoyer les faces à l'extrémité de la culasse pour pouvoir la poser sur la machine pour éviter trop de calage au niveau épaisseur. C'est cette partie-là qui va se poser sur la machine. Qui va faire la référence pour le plan de joint en fait. D'accord, donc forcément, si tu as comme là un peu bah là, automatiquement, si tu me savoir. C'est mort, je vais avoir un plan de joint comme ça à la fin. C'est ça. Ok. Voilà. Donc après, on prend la culasse et on va la poser sur la surfaceuse là-bas. Donc là, les sabots, c'est ça? C'est ça. La partie de la culasse, elle se pose dessus. Donc en fait, toute la surface ici ne se pose pas dessus. Ah non, c'est juste les extrémités. Les extrémités, juste les extrémités, pour avoir le minimum de calage après sur les extrémités de la culasse. Le calage de la culasse est très important pour avoir un plan de joint. Super important. Après, on va caler avec des papiers. Alors ça paraît
bizarre, mais c'est la finition de la culasse en fait. D'accord. Donc là, hop, on va trouver un point d'ancrage. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une tangente. On va effleurer l'outil sur le plan de joint de la culasse. D'accord. Sur les deux coins là, et après on va venir contrôler sur ces deux coins là. Donc faut que tu cales la planéité de la culasse Voilà. par rapport à cet outil-là. Voilà, c'est ça. Ok. Parti. Alors là, je suis à 23,5, tu vois. Tu as les graduations ici. Là, ici, graduation 23,5. Donc là, l'outil bloque. Donc je recule et je vais faire ma tangente de l'autre côté pour voir la différence que j'ai ici et ici. 23,4. J'ai 1 centième d'écart. Donc là, ce coin-là, on sait qu'il est bien. Donc là, même opération à l'opposé. Là, je suis à 22, 22,5 et j'étais à 23,5 tout à l'heure. Donc 22,5 ici, Ouais. 23,5 ici. Ouais. Donc il y a 1 dixième d'écart. Pas bon. Pas terrible. Donc Pas terrible. ce qu'on va faire, c'est que ici, on va relever la culasse de 1 dixième. D'un dixième. Et on va faire comment? Avec tes petites feuilles, On c'est va ça? prendre des petits papiers. Allez. On desserre. Et là, je soulève la culasse et je mets mes petites cales en dessous. Et là, normalement, on devrait être... À quelques centièmes près, on devrait. Voilà. Top. J'ai 2 centièmes d'écart. Ouais, donc là, on a fini le calage de la culasse. Donc là, on va attaquer maintenant le surfaçage. On y va. L'épreuve importante. Très importante. Pas se louper, sinon la culasse elle est morte. On va éviter alors. Donc là, premier surfaçage, Voilà, on a retiré 5 centièmes 5 centièmes. voilà, sur le plan de joint, en sachant que les joints multifeuilles, c'est 0 déformation. Donc ça va. C'est-à-dire, explique-moi un petit peu, les joints multifeuilles. Les joints de culasse multifeuille ferraille, c'est 0 de déformation sur la culasse. Il faut vraiment que ça soit Voilà. irréprochable. Très précis. Donc là, 5 centièmes, voilà, c'était c'est limite, mais il fallait le faire. Il y avait D'accord, l'obligation ouais, de le faire. c'était Ouais. 3 fois rien en soi, mais Voilà. ça a créé quand même un passage. Ça crée un passage. Donc là, deuxième petite Là, passe. je vais refaire une petite passe histoire de dire que ce soit propre, l'aspect qui me plaît pas en fait. D'accord. On va mettre un peu de gras, comme c'est un alu qui est un peu spécial là-dessus. Et là, logiquement, tu dois avoir la différence. Ah ouais. Donc là, tu as enlevé en gros 1 dixième. un dixième. Ouais. Un dixième, c'est pas énorme. Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout, mais ça a son importance quand même. Bah, Donc ça me rassure parce que le 1 dixième que tu me dis, là c'était vraiment sous pression. Fallait Ah oui, vraiment avoir du turbo, de la pression turbo pour que ça passe. Voilà, c'est et ça. aussi j'ai fait le petit test avec le test le CO2, produit, ouais. voilà, et il n'y a rien du tout. Ouais. Mais j'étais au ralenti, donc forcément, bah, c'était suffisant pour que ça mette le véhicule voilà. en pression, quoi. Ceci explique cela. Voilà. Donc 1 dixième, forcément t'enlèves de la matière. Est-ce que le joint de culasse doit être plus épais avec 1 dixième d'enlevé? Non, le joint de culasse, logiquement, est déterminé par rapport au dépassement du piston sur les diesels. Pas comme sur les essences, c'est évident. Ok, donc là, Donc là, 1 dixième, non, c'est vraiment pour dire, on a refait un truc propre, pour pas être embêté pour le remontage. ça marche. Donc là, maintenant, on va souffler pour enlever les copeaux qui sont partis dans le circuit d'eau. Et après, on va passer à la phase contrôle étanchéité soupape. Ok, j'ai une question. Mon client a fait son joint de culasse il y a quelques années. Au bout de 2 ou 3 ans, hop, rebelote. Bah, Pourquoi après, pour moi, ça n'a pas été surfacé. Ah, Non. ah oui, Vu alors, en l'état- fait, on voyait pas les traces, voilà, c'est ça? c'est pas le même. Ou alors, ça travaille pas comme moi. Mais pour moi, c'était d'origine. Si c'est la culasse, je remets un joint de culasse sans surfacer, ça bah, va revenir tout de suite. Ça revient. Non, pas spécialement. Ah, ça peut Non, dans non, le temps dans le revenir. temps, exactement, D'accord. ouais. Donc Oui, là, oui. c'est un peu ce qui s'est passé, c'est pas revenu tout de suite. Voilà. Là, je pense pas, mais après, il faut contrôler quand même la planité du bloc. C'est fait. Ouais, c'est Il est fait. nickel. Donc voilà. Comme quoi, l'importance de surfacer une culasse, c'est pas juste des frais en plus, Non. c'est vraiment capital parce que c'est ça qui est en défaut au départ. C'est ça qui se met en défaut. voilà. C'est ça. On peut pas remettre un truc avec une culasse déformée dessus. Un multifeuille, c'est pas possible. Il Ok. faut vraiment systématiquement surfacer la culasse. Ça marche. Bah, merci bien André. Bah de rien. Maintenant qu'elle est surfacée, un petit coup de soufflette pour enlever tout ce qui est petits copeaux, Ouais. tout partout. Et après, on va nettoyer les soupapes, enlever la calamine, contrôler l'étanchéité et remonter si tout va bien. Allez. Bien montrer les soupapes propres et les soupapes sales. Donc celle-ci, elle va être brossée et elle deviendra comme là, toute belle. Donc là, on essuie le siège de soupape. C'est là où la soupape va portée, se... ouais, la portée de la soupape va poser dessus. Et maintenant, on va contrôler si c'est étanche avec l'appareil qui est là. On a des petits tampons et ça marche par aspiration. Voilà. Là, c'est le maximum.
Donc c'est étanche. Entre 4 et 5, c'est bien. Ah oui, parce que sinon ça monte pas. Non, ah bah non, si il n'y a rien, ça fait ça, on pourrait dire. Voilà, c'est D'accord. 0. Alors, on met en place les nouveaux joints de queue de soupape. Les autres, on les a enlevés. Les joints de queue qui servent à... Étanchéité au niveau de l'huile. Entre l'huile Et le guide, voilà, le guide et la soupape. Voilà. Alors normalement, il y a des petites protections à l'intérieur qui sont données pour mettre sur la, voilà, sur la queue de soupape quand on tape dessus. Voilà, c'est pour éviter d'abîmer. Alors moi, j'adapte, je prends des douilles, j'adapte par rapport à ma dimension. C'est ce que je fais aussi. Voilà, on est d'accord. Ça marche très bien aussi. Alors là, on tape. Là, c'est bon, on entend, c'est arrivé au bout. Et après, on va monter les ressorts. Alors regardez aussi, des fois les ressorts, ils ont des sens. Ça arrive sur certains modèles. Bon, dans ce cas-là, c'est les mêmes. C'est tous les mêmes. Il n'y a pas de problème, mais ça peut arriver. Regardez aussi que l'ennemi-lune ne reste pas coincé dans les ressorts. C'est mieux? Oui, c'est mieux, ça peut arriver aussi, ça. Alors, là, mise en place des demi-lunes. Faut avoir des gros doigts. Hein. C'est ce que j'allais dire. Moi, je fais ça au tournevis fin avec une petite pointe de graisse. Voilà. Là, c'est carrément au doigt et tout. Voilà, je termine toujours un coup de nettoyant frein. Voilà. Pour dégraisser. Pour dégraisser, voilà. Et voici, une petite culasse toute faite, toute belle. Donc là, ce qui est important de dire quand même, c'est qu'une fois que c'est rectifié, oui. ne plus faire une micro-rayure ou quoi que ce soit sur la partie faire attention, voilà, ouais. Toujours très attention. Ok. Voilà. Allez, prête à remonter. Ouais. Je vais te montrer une culasse morte à l'épreuve. Ah, ça m'intéresse. Ça peut être intéressant, ouais. Donc là, on constate des bulles dans le collecteur, dans le sortie d'échappement. Ah oui, effectivement, on voit bien que... donc là, il y a de la pression, c'est ça? Comme l'épreuve qu'on a fait sur ta culasse. D'accord. Pression, voilà, on est qu'à 2 barres. 2 barres? Ah oui, là on est qu'à 2 barres et on constate que la culasse, elle est poreuse. Donc là, elle est morte. Aussi, donc nécessité de les passer à l'épreuve. Là, le client voulait pas le faire. Ah bah heureusement qu'on a insisté pour qu'il le fasse. Parce que là, comment que ça se passe? Le client ne veut pas passer la culasse à l'épreuve, il est pas obligé. Ah, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui est héros. D'accord. Mais après, il remonte sa culasse, c'est toujours la même panne. Ah bah là, il est en retard. Ah bah tout le temps, ouais. Ah oui, oui. Des fois, ça arrive que les clients viennent nous voir, ouais, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bah, ça n'a pas été demandé. On fait pas du gratuit non plus. Ouais, monsieur. Merci bien. De rien. À la prochaine. Au plaisir. Bon. Une bonne nouvelle, culasse rectifiée, mais surtout culasse éprouvée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fissure interne entre l'ouverture des soupapes, donc la chambre de combustion, et notre circuit de refroidissement. Je vais pouvoir la remonter, mais avant de la remonter, bien évidemment, il faut que je nettoie un peu toute cette partie-là, et au niveau du boîtier d'eau ici, et que je remonte mon admission et mon échappement avec des joints neufs. Allez, c'est parti. Alors... je vais m'atteler à retirer les vieux joints, donc c'est des joints en carton sur l'admission là-dessus, c'est du carton, du papier épais. Belle portée de joint pour le collecteur d'échappement. Je place déjà les joints sur la culasse pour bien voir si c'est les bonnes tailles et si c'est les bons joints, s'il y a le bon trou, etc. On est bon. Hop. Voilà. Je le fais avant, pourquoi? Parce que quand la culasse est sur le moteur, ça serait une grosse perte de temps et surtout un embêtement. Parce que là, il faudrait que je retire le turbo pour pouvoir accéder à cet endroit-là. Là, en plus, je suis à plat, je sais que les joints, ils sont bien placés. Mon admission, échappement, c'est bien placé, donc je suis bon. Bien évidemment, tout a été poncé convenablement pour avoir une portée de joint aux petits oignons. Hop, celui-là, il est lourd. Magique. Bon, là tout est serré, collecteur échappement, admission. Là j'ai remis mon collier pour la vanne EGR, j'ai remis les bougies, j'ai remis les accroches pour soulever la culasse. Mais avant de la reposer, il y a plusieurs étapes encore à suivre. Le joint de culasse, la comparaison pour être sûr qu'on ait le bon joint de culasse. Il m'est déjà arrivé d'avoir un joint de culasse avec un trou ici par exemple, et sur le nouveau il n'y en avait pas. C'est possible, donc bien faire attention à ça. Pareil, il faut faire très attention aux 3 petits points ici, que j'ai également ici. À quoi ça sert à ton avis? Eh ben, je te l'explique tout de suite dans le focus. Ok,
Aujourd'hui, je vais t'expliquer à quoi sert un joint de culasse. Il se trouve entre le bloc moteur, le bas moteur et la culasse. À quoi sert-il? Son rôle est essentiel. Il permet l'étanchéité du moteur. En gros, on a 3 éléments qui passent par ce joint de culasse. La combustion dans le cylindre, les passages d'huile, donc de l'huile qui circule en haut et en bas du moteur, et bien évidemment le refroidissement qui refroidit ce moteur. Si tout est bien séparé, le moteur fonctionne correctement. Par contre, si le joint lâche, tout se mélange et là, les problèmes commencent. On a différents types de joints de culasse. Les joints de culasse en carton, comme sur les moteurs TU. C'est pas du carton, c'est de la fibre compressée. Ces joints de culasse ont quelques avantages. Ils sont peu coûteux, ils sont flexibles et ils s'adaptent parfaitement bien aux micro-déformations de la culasse ou du bloc. Les défauts de ces joints de culasse, c'est qu'ils résistent mal à la chaleur, ils vieillissent plus vite et surtout ils supportent très mal les moteurs à turbo ou à très grosse compression. Les joints de culasse en fibre compressée sont sur les vieux modèles, les anciens moteurs. Aujourd'hui, on est passé sur des joints de culasse en ferraille. 2 types de joints de culasse. Le premier, tout simple, basique, mais qui résiste énormément à la chaleur, aux grosses compressions, aux grosses charges de turbo, qui durent beaucoup plus dans le temps et qui est plus ou moins pour les moteurs très puissants. Et puis on a ce type de joint de culasse, le joint de culasse multicouche, plein de feuilles en ferraille. Aujourd'hui, la majorité des moteurs sont équipés de ce joint de culasse. Les avantages, une durée de vie beaucoup plus longue, une excellente étanchéité, supporte très bien la chaleur et la pression et s'adapte aux dilatations du moteur. Les inconvénients, il y en a, il est plus cher et il faut une culasse et un bloc avec une surface parfaitement lisse. Le moindre défaut, c'est la fuite assurée. En gros, 3 types de joints de culasse, carton, fibre compressée, pas cher, ancien, fragile, métal, solide et précis, multicouche, moderne et très fiable. Le type de joint dépend du moteur, de son âge et de sa puissance. On ne met pas n'importe quoi, on respecte les préconisations constructeurs. Dernière petite chose, il y a 3 petits points. Les 3 petits points, c'est l'épaisseur du joint de culasse. Quand on a une épaisseur de 3 points comme celui-ci, on doit remettre systématiquement 3 points sur le nouveau joint de culasse. Sinon, on pourrait avoir un joint de culasse trop épais ou pas assez et la chambre de combustion changerait de volume, ce qui pourrait amener à des combustions beaucoup moins précises. Maintenant que tu sais comment fonctionne et à quoi sert un joint de culasse, il est temps d'aller le remonter sur ce bel évasion. Maintenant que tu connais tous les secrets d'un joint de culasse, on va les superposer pour être sûr que tous les trous soient bien percés de part et d'autre. Soit un trou de vis de culasse, soit un trou de passage d'eau. Donc si t'en as qui sont bouchés, forcément l'eau ne passera pas en haut, refroidira pas, ton moteur va chauffer, la culasse va se fêler et rebelote et on casse le moteur et on remplace le moteur. Et je pense que Ghislain ne sera pas content parce qu'il va encore remplacer un joint de culasse. Donc là, j'ai bien un trou ici, 3 ici, on est bon, c'est parfait. Là je regarde bien parce que j'ai un trou qui est bouché, donc je regarde bien qu'il soit bouché aussi de l'autre côté. On est ok, c'est le bon joint de culasse. Donc ça, on est bon. Maintenant, dernière étape, ça se passe sur le bloc moteur. Il est très important de nettoyer la surface de plan de joint. Ça, on l'a fait déjà au préalable. Mais aussi de mettre un coup de soufflette dans les trous de vis de culasse. Pourquoi? Au fond du puits, c'est fermé. Si tu as du liquide dedans ou de l'huile, tu vas mettre ta vis, la visser. L'huile ou le refroidissement vont faire une force sur la vis. À la clé dynamométrique, elle va t'indiquer qu'elle est à 5 kg, alors qu'en réalité, c'est le liquide qu'il y a dans ton puits qui bloque ta vis et qui la fait forcer. Donc très important de bien nettoyer tout le puits et tout le filetage avec un bon coup de soufflette. Les puits sont nettoyés, le plan de joint est propre. Je vais remettre les petits centreurs, très important. Par précaution, j'ai mis les 4 pistons au même niveau. Comme ça, ils sont pas au point mort et quand je vais remettre ma culasse et mon arbre à cam, ils risquent pas de toucher, de rencontrer les soupapes. Dernier élément à mettre avant la culasse, le joint de culasse. Et on a toujours un marquage. Alors soit on a l'inscription top, TOP, auquel cas on l'a que sur une face, ce qui veut dire que le top doit être au-dessus. Ou alors ici on l'a pas, on a des inscriptions, la référence, ici il y a gravé un numéro aussi. Les inscriptions doivent toujours être au-dessus. Donc là, le joint de culasse, il vient comme ça. Une fois que c'est fait, que c'est bien placé dans les centreurs, je remets la culasse. Ne pas faire toucher le bas de la culasse, le plan de joint qu'on vient de refaire. Ah, j'y suis. Je suis dans le turbo. Et là, normalement, voilà. J'ai positionné le collecteur d'échappement dans le turbo, ce qui m'a mis à peu près la position où je devais être. Et puis après, là, j'ai plus qu'à
à toucher un petit peu pour que les trous se mettent bien en face des centreurs. Ça commence à ressembler à un moteur. Bon, c'est pas le tout, mais après avoir posé la culasse, il faut la serrer avec des vis et des vis neuves. Pourquoi? Une vis de culasse, ça se serre énormément. Sur ce modèle-là, on est à 80 Nm plus 220 degrés. C'est énorme. Donc il faut que la vis résiste aussi bien qu'elle ne casse pas, mais qu'elle ne s'étende pas non plus. Le filetage peut s'étendre. Donc forcément, si tu remets une ancienne vis, une vis qui a déjà duré dans le temps, elle a chauffé, refroidi, chauffé, elle a travaillé, donc elle risque de plus vite s'endommager. Donc c'est pas viable. Vis neuve obligatoire. J'ai nettoyé les puits. Les puits sont propres, secs. La vis également. Sauf que ferraille, ça peut aussi nous faire une contre-force. C'est-à-dire que je vais serrer, ça va avoir du mal à tourner parce que c'est pas graissé, c'est pas huilé. Et donc, je vais avoir encore une valeur qui est fausse à la clé dynamométrique. Donc, je vais prendre l'initiative de mettre un petit peu d'huile dessus sur mon filetage. Pas trop, parce que sinon, si t'en mets trop, toute l'huile va aller au fond et ça va refaire comme tout à l'heure. Ça va refaire un blocage. Mais là, hop, on a une vis bien huilée. Et là, maintenant, elle va bien tourner. Elle va avoir une bonne rotation sans forcer et on va avoir à la clé dynamo un bon couple de serrage. Là, j'arrive à un moment crucial, un moment de précision. Il va falloir serrer les vis dans un ordre bien précis, à un couple de serrage bien précis. Et ça, sur 3 phases différentes. Donc, je vais faire une première phase, là, à 20 Nm, une deuxième à 60 Nm, et après, une troisième phase, et la dernière, et ça sera angulaire, à 220 degrés. Donc là, je commence par la première vis qui est au fond là-bas. Deuxième devant, troisième. J'aime bien ces moteurs-là parce que c'est en escargot. On commence par au fond, au milieu, et on revient, et on va aux extrémités de la culasse au fur et à mesure du serrage. Deuxième passage, 60 Nm. Et voilà. Et là maintenant, il reste 220 degrés. Pour le serrage angulaire, 2 techniques. Donc pour être vraiment précis dans l'angle, je vais prendre le petit outil. Quand on va tourner la clé, on va faire tourner aussi la petite aiguille qui va nous dire exactement l'angle où nous sommes. Ou alors, moi je sais que quand c'est 90 ou 180 degrés, 90 c'est un angle droit, je le fais à la main, clac, je m'arrête à un angle droit, je suis à 90 degrés. Là, 220 pour vraiment être précis, je vais prendre l'outil. L'idée c'est de mettre la douille sur la vis, de bloquer ça sur la culasse pour pas que ça tourne. Comme ça, seule l'aiguille va tourner et pas tout l'outil. Wow. Hop, culasse remontée, maintenant il me reste tous les éléments autour à refixer sur le moteur, distribution, le boîtier d'eau, tout le système d'injection, le turbo derrière, et après il sera enfin l'heure de mettre un coup de démarrage à ce beau 2 litres HDI. Bien évidemment, après un joint de culasse, on fait une vidange.
Bon bah il tourne bien, il accélère bien, pas de bruit suspect. Là il est à 75-80 degrés, donc on va le laisser chauffer tranquillement sans trop accélérer. Et quand il sera bien chaud, je ferai une phase d'accélération pour resimuler la surpression qu'on avait avant réparation, voir si ça refait la panne et si on a toujours ce petit passage. On devrait plus l'avoir. Bien évidemment, pour moi à 100%, alors on a tout vérifié, tout rectifié, donc là je suis sûr de moi. Mais bon, la mécanique, des fois, peut nous réserver des surprises. J'ai déjà fait tourner le moteur, chauffer le moteur hier soir dans l'atelier. J'ai purgé le refroidissement, fait le niveau d'huile, donc refait après démarrage parce que la cartouche de filtre à huile, forcément, c'est rempli. Donc j'ai refait mon niveau. Et là, ce que je peux voir sur le compteur, au niveau de la sonde de température, c'est qu'on était à 85 degrés et l'aiguille est redescendue à 80 degrés. Pourquoi? Parce que le calorstat est ouvert. Donc le liquide s'est mélangé à du liquide moins chaud et donc forcément, vu que le circuit s'est agrandi et maintenant est refroidi, bah, l'aiguille a redescendu un peu, le liquide a redescendu un peu. Ce qui stipule que le calorstat s'ouvre bien encore une fois aujourd'hui. J'ai revérifié aussi hier soir que le ventilateur s'active bien quand le moteur atteint bien sa température. Donc ça, on est bon. Normalement, Ghislain, il devrait plus être embêté avec ça. Allez, une petite phase où j'accélère un petit peu, le véhicule est chaud, et je vais mettre un peu de surpression, 50 à l'heure, allez c'est parti. Et normalement, il est censé ne plus avoir de vase d'expansion qui dégueule. À ce que je peux voir, effectivement, ça ne dégueule plus, le vase d'expansion est bien fermé et n'a pas laissé passer de refroidissement, donc on est bon, je refais un test. Parfait, nickel. Franchement, elle a bien sa puissance, tout est nickel. Je suis super content parce que Ghislain il va pouvoir récupérer son véhicule et surtout rouler à la bonne vitesse et ne plus se préoccuper de cette fuite et de cette surpression dans le moteur. Donc je vais aller le chercher à la gare, mais avant ça, je vais remettre le véhicule sur pompe pour voir qu'il n'y ait plus aucune fuite, qu'il n'y ait pas de suintement à droite ou à gauche dû à mon intervention. D'abord, je suis content de retrouver la voiture et puis je suis content de retrouver Sébastien en fin de compte. C'est toujours un plaisir d'être en sa compagnie. À ce moment-là, j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver Ghislain à la gare et voir la réaction qu'il va avoir en reprenant son véhicule après un mois à l'atelier. Il arrive, bon qui roule. Le grand sourire. Ghislain, Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Impeccable, puis je vois que la voiture est La voiture est là et elle tourne bien. Ah bah, c'est nickel. Hein. On va l'essayer? Oui, t'as fait ça aux petits oignons? Bien sûr, comme toujours. Allez. Alors, cette évasion. Je le retrouve, impeccable. C'est beau, hein. On va faire l'essai tout à l'heure, mais en allant à plus de 90-100, normalement, ça déborde plus. Non, parce qu'avant, ça débordait, mais surtout quand je faisais de la voie rapide, si on fait pas beaucoup de kilomètres, il n'y a pas de souci. Alors, ça dépend. En fait, ce qui se passait, c'est que dès qu'on donnait de la pression turbo, donc dès qu'on accélérait à 2-3 000 tours, voire 3005, là, ça commençait à mettre de la pression et déborder. Il n'y avait pas besoin de forcément faire beaucoup de route. Hein. Tito qui les sollicitait, c'est là que... Exactement. Donc là, maintenant, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, de contrôle. Pour rappel, tu as fait le joint de culasse en 2021. 21, oui. 21. Le joint de culasse, il a tenu 2 ans sans problème. Bon, bah je comprends pourquoi le joint de culasse n'a pas lâché avant, parce qu'il a vraiment une conduite très souple, très tranquille. Il pousse pas les rapports, donc forcément, bah, le joint de culasse, même si la culasse n'a pas été rectifiée la dernière fois, la panne n'est pas revenue tout de suite. Je comprends mieux pourquoi. Donc là, ce qui s'est passé, j'ai fait un test de CO2. Le test n'a rien donné. Forcément, on était au ralenti, l'air de la combustion ne passait pas dans le refroidissement. Après, j'ai fait un test routier, parce que je me dis, c'est bizarre. Avant de démonter, je voulais être sûr que ce soit le joint de culasse et pas autre chose. Là, ça a débordé. Ça dégueulait, ça dégueulait, ça dégueulait. Donc, bah, pas trop de doute. Hein. Et quand moi, j'avais au préalable, avant de faire l'essai, repurgé tout le circuit. Des fois qu'il y ait une bulle d'air qui soit mal purgée. Au final, j'ai démonté. J'ai contrôlé la planéité du bloc irréprochable. Rien à redire. Sur le joint de culasse et sur la culasse, bah, des gros passages de combustion dans le refroidissement. Donc, j'avais bien ma panne. J'ai fait rectifier et surtout éprouver la culasse.
Culasse éprouvée, nickel. Par contre, le joint de culasse, c'était bien la planéité qui bloquait. Le problème qu'on a eu... Est-ce que c'était mal serré au départ? Il y a eu un serrage de loupé ou pas? Non. Parce que là, elle était bien serrée, parce que moi, je l'ai refait serrer après, mais par un autre. Je pense, André de chez Compiègne Rectif, donc le rectifieur de la culasse, m'a bien précisé que la culasse n'avait pas été surfacée. Ah bon? Ouais. Ça laisse des traces sur la culasse et il m'a dit là, elle est pas surfacée. Donc le problème, il est de là. En fait, on a remis un joint de culasse sur une culasse qui était légèrement déformée, légèrement. Donc le joint de culasse neuf a pris, entre guillemets, pendant 2 ans, la forme de. Oui. Et puis au bout d'un moment, comme vous roulez pas non plus, du coup, c'est pas revenu tout de suite. Mais vous auriez directement tout le temps, comme une conduite un peu sportive ou même juste pousser les rapports pour la décrasser, ça serait revenu beaucoup plus vite. Ah, je comprends pas. Et sur les factures, là... Peut-être que ça a été fait à la va-vite ou quoi, mais en tout cas, le surfaçage, c'est sûr que ça n'a pas été fait. Il n'y avait pas de marque sur la culasse. C'est aberrant de voir ça, parce qu'une réparation de 2000 € de réparation pour avoir le même problème au bout de 2 ans, refaire tout ce qui a été fait au départ. Mais bon, si on tombe sur des mécanos comme ça, c'est vrai que c'est risqué quand même. Donc on pouvait remplacer la pompe à eau, etc., etc. C'était pas valable, dans tous les cas, c'était le même problème. Deuxième chose, et alors là, je vais mettre un point d'honneur, je sais pas si c'est toi, je ne pense pas, je pense que c'est le garage. C'est le même garage qui a fait la distribution, la deuxième fois? Non, c'est un autre qui a fait la distrib. Ouais, faut pas aller voir le deuxième non plus. Ah bon? Ouais, il a bien fait son boulot, mais il a mis des pièces, je sais même pas si c'est du pas cher. Elle a 1 an, la distrib, et 10 000 km. Il y a un galet en rouleur, la graisse sortait du galet. Ah oui? On voit que c'est neuf, hein. On voit que le galet il est récent, mais la graisse sortait. La pompe à eau, elle fuyait. Oh là 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 là. J'ai un peu expertisé la pièce, pas de marque sur la courroie, rien du tout, donc pièce vraiment pas chère. Je sais pas s'il a fait un prix vraiment pas cher ou si c'est un prix standard, mais je pense que c'est un prix standard. Il a voulu faire plus de marge, je pense, et donc voilà. Sébastien s'est aperçu que la pompe à eau qui était faite il y a 1 an, qui fuyait et qui était de mauvaise qualité. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc maintenant, on va aller où pour faire réparer ces voitures? Dans mes vidéos, on va me dire à un moment donné, non mais Sébastien, c'est pas possible. À chaque fois, t'as des histoires farfelues. Mais je vous jure, c'est pas moi. Tout ce qui est dit dans les vidéos est vrai, c'est pas du scénario, non, c'est réel. C'est vraiment, là, on peut le certifier avec Ghislain. La distrib, on a vu qu'elle est neuve, qu'il y a les preuves à l'appui, mais le joint de culasse a été fait il y a 2 ans, il y a la facture, il y a tout. Enfin, il y a 4 ans, il y a la facture, il y a tout. J'ai l'impression que chaque client que je fais vient suite à des aventures farfelues avant. Et moi, aujourd'hui, ça m'écœure, c'est aberrant de voir toujours des garagistes qui font ça un peu à la va-vite et qui, au final, mettent en péril, on va pas dire le contraire, en péril des personnes parce que financièrement, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, dépenser. T'imagines, aujourd'hui, il a fait un joint de culasse à 2000 €. Après, il a retrouvé la même panne. Donc, il a été remplacé une nouvelle fois la pompe à eau, pensant que c'était ça. Il a remplacé le calorstat, la sonde de température, le ventilateur. Le ventilateur n'était pas bon. Tout ça pour une rectification de culasse qui coûte 100 €. Ça m'écœure. C'est aberrant. Donc, en fin de compte, je regrette pas d'être venu te voir. D'être inscrit sur le formulaire, surtout. Oui. Mais ça s'est fait, j'étais à l'hôpital, je me suis fait opérer dans la tête, là. J'avais un adénome hypophysaire. C'était comme une tumeur que j'avais dessus et ça comprimait mon nerf optique. D'accord. Et bon, j'ai passé 1 semaine et demie à l'hôpital. Mais après, je regardais tes vidéos, tout ça, j'avais amené des bouquins, tout. Puis là, ça m'a titillé, j'ai dit, je m'inscrirais bien. Et j'en ai parlé à ma femme, puis à mes enfants. Puis mes enfants, ils m'ont dit, ouais, pourquoi pas. De toute façon, qu'est-ce que je risque? Et c'est vrai que j'étais étonné quand tu m'as appelé. Ça pas traîné, en fin de compte. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le formulaire que vous pouvez retrouver dans toutes les vidéos, il y a 2 liens. Il y a un lien pour t'inscrire toi, un lien pour inscrire un proche qui aura la surprise du coup. Dans les 2 liens, il faut faire une vidéo. Une vidéo de présentation, un petit peu, et une vidéo où on dit comment on en est arrivé là financièrement, comment la voiture en est arrivée là. Des écrits, c'est bien, mais c'est souvent cette vidéo qui fait toute la différence, parce que c'est là aussi où je peux voir moi si la personne en face est là pour profiter de la situation, parce que oui, j'achète une voiture d'occasion et puis c'est lui qui va me faire les frais, hein, on va pas. Donc du coup, c'est là où je peux voir si c'est réel. Il y a aussi les fiches de paie, il y a tout ça, il y a plein de choses derrière, mais ce que je veux dire, c'est la petite vidéo qui voit aussi la sincérité de la personne ou quoi. Et quand j'ai vu ta vidéo, franchement, c'est exactement ça, c'est la vidéo qui a fait que je me suis dit ouais quoi, c'est trop touchant. En plus, toi t'es pas réseaux sociaux, t'es pas
téléphone, tout ça. Et puis là, je me suis dit, attends, il s'est embêté à prendre la vidéo, il l'a bien faite, dans les règles et tout, avec sa femme. C'est le petit plus qui fait que... Puis en plus, un 2 litres HDI, je pouvais pas laisser un 2 litres avec un joint de culasse, c'est pas possible. Non, mais c'est une belle aventure. Hein. C'est vrai que je suis content parce que bon, la voiture, c'est vrai qu'on va pouvoir repartir sur de bonnes bases, pouvoir faire confiance. On évitait, mais on partait quand même avec. Hein. Mais bon, je roulais tranquille. Bon bah voilà. Je t'en prie, ouvre et découvre ton beau moteur. Hop. Mais tout neuf, hein. Le culasse, tout ça, c'est nickel. Ah, puis là, il est au maxi, t'as mis au maxi. Hein. Ah, maxi. Donc, à moi la route. Il n'y a rien à dire, le moteur, nickel. Aux petits oignons, comme certains disent. Ah non, c'est bien. Bon, j'ai vu que tu l'avais eu, à un moment donné, va falloir que tu m'en parles quand même. Je sais pas. Ah oui. Merci. La jauge, Ouais, la jauge toute ouais. neuve. Ah oui. Je ne pouvais pas passer à côté de la petite jauge à huile à remplacer. Bien évidemment, j'allais pas laisser la petite vis en travers comme ça. J'ai un petit point aussi au ralenti. Dans l'atelier, je me suis aperçu qu'il y avait un sifflement, une fuite d'air, quelque chose, mais qui était vraiment moteur, quoi. Que c'était pas une fuite d'air sur alimentation ou quoi. Et je trouvais pas. Je me suis dit, bon bah, on va inspecter en démontant, etc., etc. Et puis au remontage, je me dis bon bah, on remonte. De toute façon, j'ai inspecté tout, j'ai remonté, et puis bah là maintenant on n'a plus le bruit. Donc sûrement un élément du joint de culasse qui laissait passer une petite prise d'air et qui nous faisait un truc, mais vraiment c'était ça s'entendait quand même pas mal, et c'était au niveau du moteur là, vraiment derrière le filtre à gasoil, on sentait qu'il y avait un passage d'air. Ouais. Mais bon, il y est plus, donc on Voilà, nickel. oh non, mais là c'est bien. Hein. Ah, merci. Hein. Bah, avec plaisir. Bah oui, moi aussi, je suis content. Sur cette évasion, un diagnostic à 130 €, un kit distrib pompe à eau, courroie d'accessoires pour 290 €, une épreuve culasse et un surfaçage pour 140 €, un joint de culasse, pochette au moteur, joint, vis, etc. pour 220 €, l'huile et filtre à huile 55 €, du refroidissement pour 43 € et 8 heures de main d'œuvre pour 712 €, pour un total de 1590 € et 44 centimes. Voilà. Alors, la facture quand même, la belle facture. Bon là elle est longue hein, parce que il y a des choses, hein. Il y a des choses à dire. T'as dû passer du temps. Kit distrib pompe à eau, courroie d'accessoires, éprouvage surfaçage, et puis joint de culasse, vis de culasse, tout est neuf. Hein. Ouais. J'ai remis les pochettes au moteur, donc j'ai remis tous les joints au moteur, c'est neuf, tout est refait, l'huile, filtre à huile, Oui. et puis bien sûr le prix, hein. Oui. Tu le connais. Ah, bah, oui, je le connais. Tu le connais, Merci. Hein. avec plaisir. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en cette période, faire ça, c'est vraiment c'est exceptionnel. Hein. Faut dire ce qu'il est. Si, c'est Après moi, pour moi c'est déjà de l'entraide, j'aime faire ça. Oui. J'aime faire ma passion, la mécanique. Oui. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en garage, c'est un peu à l'usine. Et j'avais envie de continuer le garage, mais de ne plus être à l'usine. Donc, j'ai fait une deuxième activité, entre guillemets, où je ne suis plus à l'usine, où, enfin, faut quand même s'activer à faire des choses, c'est en caméra, etc. Mais je ressens un peu plus la passion me revient, alors que quand c'est l'usine, bah, c'est un peu, voilà, plaquette, tac, vidange, ça va vite, et les journées passent vite. Hein. Alors là, ma vie, elle défile à une vitesse, mais c'est vrai que j'aime ça. C'est tout. Ah bah c'est bien, puis merci hein. Pour ça, c'est vrai que... Soulagement, hein. Ah oui. On fait partie de la classe moyenne. Ce que ça coûte maintenant, bon, c'est plus possible. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit, et je suis très content d'ailleurs, parce que bon, ça a marché, donc ça peut marcher certainement pour d'autres, hein, qu'ils n'hésitent pas en fin de compte. Ça m'a touché. Donc, hein. Eh ben écoute, bon retour. Merci. Prends soin de ce beau 2 litres HDI. Ah oui, de toute façon. Un petit message de temps en temps pour voir s'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas tout ça. On sait jamais avec le temps, peut-être que, mais au moins on est sûr que... Ok. Ok. Allez, au revoir. Au revoir. Ghislain reprend la route sereinement sans avoir de débordement de refroidissement. Je suis super content. N'oublie pas de t'abonner. Toujours l'objectif des 100K sur YouTube. Alors merci parce que vous avez été plus de 3000 à vous abonner sur une semaine de temps. Ça fait super plaisir. Mais vous êtes encore 50% à regarder la vidéo sans être abonné. Alors abonnez-vous. Dis-moi bien évidemment en commentaire si tu as compris à quoi servait un joint de culasse. N'oublie pas de liker et puis de booster la vidéo. Ça permet à YouTube de mettre en avant et de faire voir la vidéo à beaucoup plus de personnes. Des personnes qui auraient pu avoir le même problème que Ghislain. Pour l'heure, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 10h10 pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. À bientôt. Ciao, ciao. J'ai plus de chauffage. Ben voilà. Maintenant, on va s'écailler. À bientôt. À bientôt. Bon courage. Sébastien. À toi aussi. Hein. Merci.
Elle me dit ça. On va refaire juste la sortie, s'il vous plaît. Ah, En mode, je reviens. non, ça me convient pas. On va refaire juste. On va essayer de le faire en one shot. Hein, attention. Hein. Donc ça, c'est un joint de culasse. Allez, bonne nuit. C'est bon, je rigole, me tape pas, Ah Je dis bon chef, voilà. Il va reprendre ma vidéo pour faire, il va faire comme ça. Il fait ça lui.